Alors, faut-il éliminer un super vilain? En voilà une question qu'elle est belle. Pourquoi est-ce que nous nous sommes posé cette question? Tout simplement parce que le super-héros moderne, le mythe du super-héros moderne, date depuis 1938. Autrement dit, pour les plus anciens super-vilains, bon, je pense notamment au Joker ou même Lex Luthor qui est apparu en 1940, cela fait plus de 80 ans qu'ils font le bordel, ils se font arrêter, ils font le bordel, ils se font arrêter, et ils repassent par la case prison. De là, on se rend bien vite compte que si dans notre société, la prison, c'est supposé, en théorie tout du moins, réfléchir, être une opportunité pour toi pour réfléchir aux bêtises que tu as faites et essayer de ressortir en tant qu'homme nouveau, ou en tout cas une meilleure version de toi-même, on se rend rapidement compte que du point de vue des super-vilains de Marvel et DC, c'est clairement pas le cas. Ils ont plus un côté indécrottable, c'est plutôt évident. Du coup, en partant de ce principe-là, est-ce que on est vraiment sûr qu'enfermer les super vilains est la meilleure décision à prendre pour la société? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, pour tout le monde finalement, de les éliminer tout de suite? C'est en partant de ce postulat que nous avons présenté cette conférence qui, vous vous en doutez bien, n'a pas de réelle bonne réponse. C'est plus un peu comme la peine de mort, c'est plus un débat sans réelle conclusion. Le but, c'est juste d'y réfléchir et de se poser les bonnes questions. Alors, on va prendre quand même on va dire la réponse la plus simple, mais à la fois pas forcément une réponse à la fois. C'est euh, la règle, c'est bon ben un super-héros, surtout chez DC, on va pas se le cacher, ça ne tue pas tout simplement parce que il y a un théorème qui est quand même assez simple, c'est qu'un super-héros, ça doit faire le bien. Voilà, donc c'est l'agent du bien, quoi, agent de la paix avant tout. La base. Voilà. Deuxième partie de l'équation, c'est tuer, c'est pas bien. Voilà, j'espère pas ne vous l'apprendre maintenant, ce serait un peu dommage, hein, c'est un petit peu sociopathe, Ah, mais c'est dommage, Matt, il est pas encore là, mais en général, c'est lui qui fait wow, ça dépend. ça Bon, dépend. bon, Bon, imagine bon, le bon. gars il t'a coupé à la file au parking ou je sais pas quoi, ou aux courses. Voilà, Ce serait un peu exactement. mérité. Imagine, il trotte dedans avec son caddie. Ah, ça mérite bien Voilà. de l'envoyer Surtout la par petite la mémé fenêtre, là. quoi, non? Voilà, la petite mémé qui pourrait faire ses courses n'importe quel jour de la semaine à n'importe quelle heure et qui vient le samedi. Bah voilà, c'est pareil. Mais bon, en général, non, tuer ce n'est pas bien. Donc, un super-héros ne devrait pas tuer. Voilà, si un super-héros doit faire le bien et que tuer c'est pas bien, un super-héros ne peut pas tuer euh, parce que sinon c'est pas un super-héros vu qu'il fait pas le bien. Voilà, donc ce serait un peu tout simplement le l'équation qu'on va dire Co- qui oui. Et exactement, comment faire rentrer les mathématiques dans un débat philosophique? C'est beau quand même. C'est beau, Voilà, putain. on met plein de cours du lycée, voilà, des maths, de la philo, voilà. En plus, c'est très intéressant la philo quand c'est bien raconté, donc ne vous inquiétez pas, ça va être très bien. Euh, donc voilà, tout simplement pour y répondre à cette question-là, est-ce qu'il faut éliminer les super vilains? Non, parce que voilà, quand on se place comme vertu de la bonté, etc., etc., de la justice, non, on va pas s'amuser à aller tuer n'importe qui, enfin n'importe qui, même tuer ses adversaires, c'est pas très très cool, quoi. Donc voilà. Mais c'est évidemment plus compliqué que ça. On peut pas. On pourrait dire par exemple que un super-héros ne doit pas tuer aussi parce que au-delà vraiment de l'aspect purement moral assez de surface, euh, désolé j'ai eu un message qui m'a distrait c'est pour ça. Mais voilà, au-delà vraiment du message de Ah, surface, c'est pas moi. non 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 c'est autre chose. Au-delà vraiment du truc, voilà c'est pas bien de tuer. Il faut se rappeler que les super-héros ne sont pas vraiment des individus lambda, dans le sens où ils ont un pouvoir d'influence assez énorme auprès de la population, euh, notamment chez les enfants. Et on se retrouve notamment à les prendre comme modèle, aussi bien dans la réalité des comics, donc dans le monde de DC, dans le monde de Marvel, ils sont pris en exemple
pour certains et pas pour tous, mais voilà, globalement, c'est quand même des modèles dans l'univers, mais aussi pour nous, hein, en termes d'inspiration au quotidien. On n'a pas besoin d'être doté de pouvoirs kryptoniens pour sauver un chat d'un arbre si on le voit, voilà. Donc c'est aussi des individus qui nous poussent à s'améliorer, hein. Voilà, c'est tout le discours que dit Ra's al Ghul dans Batman Begins, c'est excellent film. Alors j'ai plus la citation en tête, mais c'est vraiment l'intérêt de Batman, c'est vraiment créer un symbole qui puisse être plus puissant que n'importe quel homme. Et voilà, le symbole de bien, etc., etc. Et si notamment les gens et les super-héros se mettent à tuer les gens qu'ils estiment comme néfastes, pas beaucoup de temps va se passer avant qu'on se retrouve avec des gens qui se sentent inspirés par ce que fait le héros qui tue des gens et potentiellement se disent ah ben je vais faire la même chose. Voilà, c'est le début de Dark Knight, il y a des mecs qui mettent des protèges tibia et qui veulent aller se taper contre des gens. C'est pas le bon exemple à suivre. Donc voilà, c'est sachant que voilà, les Ouais, héros. Hmm. Dr Bishop commence déjà avec les nuances qui sont qui doivent être prises en compte, hein, dans un sens, hein, qui nous dit ouais, les super-héros qui sont gentils, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils sont trop gentils. Ah, ah. Ça mérite peut-être réflexion, effectivement. Voilà, bon, c'est un peu ce que je disais. Voilà, c'est on a tendance à un peu prendre inspiration de ce qu'on voit dans les récits, dans les histoires, dans la fiction. Il y a notamment souvent voilà, des vidéos sur internet où on voit des gens, des bons samaritains, aller dans des hôpitaux, dans des écoles, etc., déguisés en Batman, etc. Donc dans ce cas-là, c'est Superman, voilà, qui vient rendre visite à des enfants. Moi, j'ai vu des vidéos dans des écoles, il y a aussi dans les hôpitaux. Enfin voilà, donc c'est pour dire que, mine de rien, dire que les super-héros sont des sources d'inspiration, ce n'est pas juste vrai dans le. Salut Matt! C'est pas juste vrai dans le monde même Bonsoir, Matt. diégétique des histoires, ça a aussi une influence sur nous, pas de la même manière, mais voilà, c'est quand même des individus chargés d'un certain pouvoir sur nous. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on les rend pas euh, tout de suite, immédiatement, comme le Punisher, parce que sinon, bah, je pense que on prendrait les mauvais exemples, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, dans les bons cas, il se passe ça, la vie imite la fiction. Ouais, c'est clair, sans trop de surprise, on imagine quand même plus Superman ou John Cena rendre visite à des Ah enfants bah non, plus maintenant John malades que Cena. le Punisher, quoi. John Cena c'est Oui, fini maintenant, plus hein, maintenant, voilà. mais le Punisher, quoi, par exemple, on l'imagine déjà un peu moins, c'est clair et net. Et Bishop qui nous dit quand même que il aime bien la violence dans les comics, quand ça tranche des membres, c'est cool. Voilà, donc on est un petit peu. Voilà. Ouais, voilà, on en revient toujours au même dilemme, hein. Non, mais il faut pas tuer, estropier, briser les genoux. Oui, non, ça va. Voilà, Batman qui prend une grosse hache et qui commence à trancher les poignets. Bon, ça te dérange Voilà. pas trop. Euh, Par contre, voilà. Vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez compléter votre bingo, mettre une pièce dans une tirelire. Voilà, je vais donc évidemment parler politique pour la 635e fois dans cette émission, en parlant bien évidemment, enfin politique, problèmes de société, etc., mais qui sont évidemment politiques. Euh, à l'inverse, voilà, de Superman qui peut inspirer des gens, voilà, à faire le bien autour de soi. On a évidemment l'inverse, voilà, le côté obscur de ce pouvoir-là, d'inspiration, avec le Punisher, qui, ça fait un petit bon bout de temps, ça fait un bon bout de temps quand même que son symbole est repris par la police, plus particulièrement la police américaine, mais c'est pas limité à ce pays-là. Mais c'est vrai que c'est dans ce pays-là où voilà, on a vraiment un problème avec la police, hein, voilà clairement. Donc c'est forcément la police qui nous parle au plus de gens, voilà, parce qu'on a pu voir ces dernières années un peu les conséquences que ça a eu sur toute la société américaine et même dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même cette partie-là quand même de l'influence sur le monde entier. Et voilà, on a quand même une partie des forces de l'ordre américaines qui ont repris le logo du Punisher. Euh, alors pourquoi, je ne sais pas trop, parce que pour moi c'est clair que le personnage n'est pas censé être un modèle, hein, mais bon, je pense qu'il y a un certain attrait de répandre la justice quand le système a failli à le faire. La justice. Voilà, je peux comprendre une certaine frustration. Mais voilà, le Punisher n'est clairement pas
un modèle à suivre. Surtout pas de la part, enfin, surtout pas pour des individus qui sont équipés d'armes, parfois d'armes létales, qui ont, voilà, il faut pas oublier que la police, et comme aux États-Unis et comme chez nous, dispose d'une sorte de violence justifiable, voilà, du fait que c'est des représentants de l'ordre public. Donc ils ont un certain statut que les simples civils n'ont pas. Donc voilà, c'est aussi des individus voilà, qui sont armés, qui peuvent être couverts, etc., etc. Donc voilà, on a le contre-pouvoir, voilà, de ce que Superman peut inspirer aux gens avec ce que le Punisher peut inspirer, voilà, en tordant un petit peu ce que le personnage est censé être. Donc voilà, c'est pour dire que on peut pas faire non plus faire n'importe quoi au super-héros parce que, et comme alors des fois c'est pour des bons cas comme avec Superman, mais on voit bien que voilà, si tous nos héros étaient comme le Punisher, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'exemples comme celui-là où on interprète de manière erronée ce qui est censé être le personnage pour l'appliquer à la vie réelle, ce qui est assez euh, on peut pas adapter ce genre de situation. Voilà, le monde des comics est un monde à part. Voilà, donc là j'avais mis des cases de comics où justement, voilà, il disait à certains policiers, si vous cherchez un modèle, allez voir plutôt Captain America. Moi je suis pas censé en être un. Depuis qu'on a fait la conférence, on a eu la série Daredevil Born Again qui a pris une autre, on va dire, qui a répondu à ce problème-là d'une autre manière. Un petit peu plus radical, hein, voilà, où voilà, Frank Castle dit clairement, hein, voilà, exprime clairement son ressentiment envers les forces de l'ordre qui pourraient, voilà, adopter son message, hein, alors que c'est pas du tout ça qu'ils sont censés faire. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus avant de me faire incendier dans les commentaires. Ah, non, c'est bon, tout va bien. Alors, sachant qu'on en avait parlé, on se posait la question si ça avait été mis également en scène dans les comics ou pas. Mais bah oui, Garfénis aussi l'a fait. Alors, je l'avais déjà lu à l'époque dans une histoire. Je savais que c'était dans Punisher. Je ne savais plus où est-ce que c'était. Et ben écoute, c'est tout simplement dans le premier run de Garfénis sur le Punisher, où en fait, il met en scène trois personnages qui commencent à faire leur petite vendetta personnelle et à devenir des sortes de Punisher-like. Et ben, on finit par savoir ce que le Punisher pense d'eux. Je ne spoil pas, je ne peux que vous conseiller de lire du coup le premier run de Garth C'est Bienvenue à la maison ou quelque chose comme ça. Welcome back Frank, quelque chose comme ça. Le tout premier run de Garth. Alors, en admettant qu'un super-héros commence à tuer un peu tous les super-vilains, au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question de bah, s'il tue, il tue qui? Il suffit pas de commencer à massacrer un peu tout ce qui bouge ou tout simplement tous les personnages qui ne vont pas dans ton sens. Donc ici, en fait, on ne s'oppose plus la question du oui ou du non, mais plus la question de la limite. Et on se rend compte que cette limite, en fait, c'est souvent une question de point de vue. Imaginons un ado qui se fait violenter à l'école, c'est moins grave qu'un meurtre. C'est plutôt évident. Maintenant, si l'ado en question, bah, c'est ton enfant, il y a quand même plus de chances que toi, tu réagisses de manière un peu plus radicale que si ça avait été l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, bien évidemment, encore une fois, il s'agit d'une question de point de vue, selon tes propres a priori, ta propre façon de penser, mais également le lien que tu as avec les différents crimes qui sont effectués tout autour de toi. Mais de manière générale, cette question de la limite, je trouve que, en l'occurrence, c'est plutôt le manga Death Note qui répond bien. Donc, Death Note, un manga quand même archi connu, donc qui tient en plus en 12 tomes, hein, donc ça va très très vite. Peut-être un des meilleurs mangas, enfin un des mangas les plus vendus de tous les temps. Donc, je ne peux que vous conseiller, en tout cas, de le lire. C'est très très bon et souvent, même si c'est un shonen, il est parfois mis dans la catégorie seinen, c'est dire. Donc ici, en fait, la question de la limite, cette question est répondue en fait dans le manga par l'intermédiaire du personnage de Light Yagami. Donc on peut parler du coup d'effet Yagami. Et encore une fois, même s'il s'agit d'un manga et non pas d'un comics, le principe est un peu le même. Comment ça se passe? En fait, tu vas tout simplement commencer par éliminer ce qui pour toi,
mérite le plus de mourir. Donc c'est ce qui se passe dans le manga Death Note. Donc je vous raconte un peu le synopsis. Il y a un dieu de la mort qui laisse tomber son livre, qui est un livre au pouvoir démoniaque. Dès lors que tu écris le nom d'une personne dans ce livre, si tu as le visage de la personne en tête, cette personne meurt d'une crise cardiaque, à moins que tu décrives dans le livre de quelle manière la personne va mourir. Du coup, Light Yagami qui tombe sur ce livre, il part du principe que nous vivons dans un monde pourri et il décide d'éliminer toutes les plus grosses pourritures de la Terre pour vivre dans un monde un peu plus, bah, j'ai envie de dire, dans un sens utopique, et il serait le dieu de ce nouveau monde utopique. Donc lui, première mission qu'il fait, il commence par éliminer toutes les plus grosses pourritures que la Terre ait jamais portées et qui sont encore vivants, certains qui étaient tout simplement d'ores et déjà derrière les barreaux, tout cela il les note dans le cahier de la mort, dans le Death Note. Une fois que ça s'est fait, il va commencer à descendre dans la hiérarchie des crimes et à éliminer les méchants qui sont plus les ennemis publics numéro un ou les choses comme ça, mais qui sont quand même très 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 méchants. Et il va continuer à descendre comme ça au fur et à mesure dans la liste. Et vers la fin du manga, Mikami, qui est un des soutiens de Light Yagami, euh, met en avant l'idée que tuer les méchants, c'est bien, mais il faudrait au bout d'un moment également éliminer ceux qui n'aident pas la société. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire n'aide pas la société? Eh bien, ils l'expliquent. Ils disent que selon eux, au bout d'un moment, il faudrait également éliminer ceux qui ne participent pas au fondement de la société, au fait que la société tourne. Dans un sens, et un peu, c'est un peu également ce que disait le dessin animé Pinocchio, mine de rien. Dans un sens, ils sont en train de condamner l'oisiveté. Être un peu oisif, c'est bien. Faire preuve d'une oisiveté absolue, être passif toute sa vie, ça, ce n'est pas possible. Dans un sens, tu n'es pas pire qu'un méchant, mais on ne peut pas vraiment dire que tu fasses le bien non plus. Donc, comme vous pouvez voir, cette limite, Light Yagami, il l'a encore bien reculé, puisque lui-même, par la suite, il dit, je suis d'accord avec ce que Mikami dit, c'est juste que c'est trop tôt, moi je l'aurais pas dit tout de suite, mais clairement, c'est ce qu'on va faire. Le but, c'est que les gens participent également à la société. Euh, donc, du coup, comme vous pouvez voir, éliminer les méchants, au fur et à mesure, il y a de grandes chances quand même que tu descendes dans la hiérarchie des crimes, tout simplement parce que ce principe de la limite, déjà de base, est flou. Elle est C'est la personnelle. limite. Comment? Elle est personnelle, genre c'est en fonction des définitions de Elle est chacun. personnelle et elle est pas figée dans le marbre. Et après, une fois qu'on s'est posé la question de la limite, il faut aussi se poser la question des personnages. Par exemple, le Joker, il a tué des milliers et des milliers de personnes. Donc, si on sous-entend qu'il faut tuer les tueurs, lui, clairement, il serait quand même en haut de la liste. Hein, il est clairement pas très gentil. Sauf que techniquement, on le sait, il s'agit d'un malade mental. Donc, normalement, il ne doit pas être condamné. Il doit être soigné. Lorsque le Joker est arrêté, il n'est pas envoyé En prison. à la prison. Il est À envoyé à l'asile Blackgate. d'Arkham. Ce n'est pas pour rien, parce que il n'est pas supposé réfléchir à ses actes à Blackgate, il est supposé être soigné à Arkham. Donc du coup, un super-héros qui passerait outre le fait que la personne soit responsable de ses actes ou non, ferait tout sauf faire preuve de justice dans un sens. Le Joker, encore une fois, qui a massacré un nombre incalculable de personnes, ne peut pas être jugé responsable de ses actes et tué. Donc ce premier point déjà, il sous-entend que quoi qu'il arrive, le super-vilain doit passer par la case jugement. S'il ne passe pas par cette case, le super-héros prend le risque d'éliminer des malades, voire, pire encore, des innocents. Et c'est là que je me dis que du coup j'étais dans mon truc et j'ai oublié de passer les images, mais c'est pas grave. Du coup, concernant le Joker, ah bah ouais Matt, mais normalement tu es supposé punir ceux qui sont responsables de leurs actes. Si le Joker il est pas responsable de ses actes, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis même là, ce qui est dit, genre le Joker mérite totalement la mort. C'est à la limite, pourquoi pas? Genre, si tu prends vraiment le problème sur un individu, pourquoi pas? Mais du coup, après, qu'est-ce qu'on considère comme méritant de la peine de mort? Et ça va varier d'un individu à l'autre. Et au fur et à mesure qu'on descend de ceux qui méritent la mort, où est-ce qu'on s'arrête? C'est plus vraiment On pour va encore un. déplacer la limite. Voilà, c'est plus voir un Bah peu ce que oui. ça peut entraîner que vraiment le personnage en lui-même. Parce que, oui, dans la réalité, le Joker, au bout de la cinquième fois qu'il s'échappe, les flics pour l'arrêter, ils vont être en mode bah non, ça suffit quoi, et bang bang, deux dans la tête.
Mais bon, Bah, on est c'est dans ça, une tu, histoire. tu, tu vas dire pour le Joker, il a tué 1000 personnes, donc il mérite de mourir. Après, tu vas trouver un autre personnage. Oh, mais là, on a tué 500. Bon, il mérite de mourir. Et tu vas descendre comme ça. Et puis, bah, au fur et à mesure, voilà. Après, tu dis que c'est un faux exemple, mais on part dans les exemples extrêmes. C'est aussi l'intérêt. Là, je parle du Joker comme quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Ça marche pour n'importe quel personnage qui est envoyé à l'asile d'Arkham, au final, hein. Double face et son dédoublement de la personnalité. S'il tue quelqu'un en tant que double face, c'est clairement difficile de lui dire de le tenir responsable, on va dire, de lui dire qu'il a mal agi, quoi. C'est un peu plus compliqué. Comme d'habitude, ça dépend aussi un peu comment on raconte l'histoire, hein, parce que le personnage de Double Face, il a plus souvent une histoire dramatique, donc on aura plus tendance à se mettre de son côté. Tandis que le Joker, ça arrive aussi, notamment dans Killing Joke, mais c'est quand même plus rare qu'il ait une histoire plus dramatique, disons. Donc au final, tout ça pour dire que il faut au bout d'un moment se poser la question de qui doit vivre et qui doit mourir. Et ici, on voit donc l'importance de la justice. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une cour de justice que le jugement qui sera rendu sera correct. On peut penser à un avocat plus doué qu'un autre qui peut très bien sauver la peau d'un assassin. Ça s'est déjà vu 1 million de fois, que ce soit dans les comics ou sur Terre. On peut penser à un psychiatre qui peut se tromper dans son diagnostic. C'est déjà arrivé 1 million de fois aussi. Ou on peut penser à un super vilain qui peut être libéré pour vice de forme avant même qu'il y ait un quelconque débat. Et malheureusement, ça aussi, ça s'est déjà vu. Du coup, par rapport à ça, je voulais vous donner un exemple. Donc cette fois, c'est pas un exemple des comics, mais j'ai trouvé un exemple quand même assez fort, assez parlant sur le fait que la justice, c'est c'est un Compliqué. océan qui va dans tous les sens. Je vais parler du coup de Al Capone. Donc, Al Capone, je vous rappelle, c'est le chef de la pègre de Chicago dans les années 20-30. Tout le monde savait qu'il était à la tête de la pègre. Donc, il a tué des gens ou commandité le meurtre de plusieurs personnes. Il a fait le trafic d'alcool, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que, sans surprise, toute la police de Chicago, tout du moins ceux qui n'étaient pas corrompus, bien évidemment, lui courait après. Quand je dis tous les flics qui n'étaient pas corrompus, c'est vrai qu'il restait pas grand monde du coup au final. Donc on va dire les incorruptibles plutôt, lui courait après. Ok, Euh, très bon film. Au final donc, cet ami, les incorruptibles, ah oui bien sûr, excellent film. Brian De Palma, sans surprise, on t'aime. Donc sans surprise, au bout d'un moment, Al Capone passe dans une cour de justice et là il faut se poser la question de est-ce qu'il est coupable ou pas. Croyez-le ou non, au final, cet assassin, ce meurtrier, puisque c'est un fait avéré, a été condamné, donc il a fini derrière les barreaux. Pourquoi? Pour fraude fiscale. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour mettre Al Capone derrière les barreaux. Autrement dit, il a fait des atrocités, mais il a été puni pour autre chose, bon, qu'il a fait aussi, mais il a été puni par autre chose quand même pour être mis derrière les barreaux. Déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en plus, Al Capone, bah, lui, était plus en mode prenons les meilleurs avocats et non pas prenons les avocats qui s'y connaissent le mieux, parce que c'est pas du tout pareil. Donc du coup, lui, il s'est payé les meilleurs avocats possibles et imaginables, mais qui s'y connaissaient pas forcément en fiscalité, alors que limite le premier avocat de la fiscalité, limite le premier gars qui sortait, je ne sais pas si déjà à l'époque il y avait la fac, mais le premier qui sortait de l'école et qui avait son statut d'avocat aurait pu dire tout de suite, non mais vous êtes en train de dire que Al Capone n'a pas payé d'impôts les dernières années, non mais en fait vous remontez trop loin là, vous pouvez remonter que 2 ans en arrière. Donc en fait là vous êtes gentil, vous libérez mon client en fait. Et ça pouvait tout simplement s'arrêter là. Sauf qu'encore une fois, étant donné que les avocats ne connaissaient pas cette règle, ils n'ont pas réussi à mettre ce point en avant et donc Al Capone a fini derrière les barreaux. Autrement dit, si on résume, attention les yeux, Al Capone a été mis derrière les barreaux pour tous les crimes qu'il a fait, mais il a été mis derrière les barreaux pour des crimes plus légers parce que c'était les seuls failles entre guillemets dans sa dépense, sachant que les points les plus légers pour lesquels il a été condamné, normalement, ils n'auraient pas dû être pris en compte. Est-ce que vous voyez du coup à quel point la justice fait beaucoup de vagues? Tout ça pour dire que du coup, c'est un sérieux bordel et c'est toujours quand même
très, 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 très délicat. Ah bah oui, on rigole pas avec les impôts, Matt, tu te Ben rends oui, compte? ben on le rappelle, hein, d'ailleurs, nous sommes en période de déclaration d'impôts, voilà, donc n'oubliez pas, voilà, je vous le rappelle, en fonction du département où vous Voilà. avez, moi par exemple j'ai jusqu'au 5 juin pour le faire, donc voilà, c'est dans ma tête, hein, on va pas oublier, mais si vous habitez par exemple dans un département qui est avant le 53 ou je sais pas quoi, il faut le faire avant la fin mai, donc voilà, si vous voulez pas finir comme Al Capone, allez sur impôt-gouv.fr, Voilà. voilà, ce serait dommage. Parce qu'en en plus, il faut faire attention, hein, du coup, si tu commets des vols ou des choses comme ça, bon, tu sais, des fois, la cour de justice, le gouvernement, bon, ils sont un peu sympas. Par contre, attention, les impôts, là, c'est intransigeant, hein. Oui, à moins que, On est d'accord, c'est à toi? oui, 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 c'est à moi. Alors, C'est ouais. Alors, je vais juste faire un bisou aux enfants, je reviens tout vas-y, de suite. vas-y. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, enfin, vous avez le droit de ne pas payer vos impôts si vous êtes soit riche, soit connu, soit les deux. Voilà, ou politicien. Voilà. Pas tous, évidemment, mais bon. Euh, Petite parenthèse, voilà, profitons de parler du système judiciaire pour dire que euh, oui, pauvre Marine, hein. Ah, moi, tous les soirs, je pleure pour son sort, vraiment, non, c'est faux, bien évidemment. Euh, la justice dans les comics, c'est quelque chose qui est pris en compte de manière un peu réaliste, entre guillemets, quand même depuis peu, en fait, finalement. Là, j'ai mis, voilà, deux couvertures. Alors, je pense qu'on est plus sur de l'âge d'argent que de l'âge d'or, mais voilà, on est quand même sur du comics qui a 70 ans facile. Et dans la plupart des cas, voilà, quand les super-héros étaient dans un cadre de procès, voilà, c'était souvent pour les représenter soit de manière un peu rigolote ou légère, ou clairement comme un piège par un de ses ennemis. Donc voilà, on a par exemple une petite fille qui dit que c'est Superman qui a tué mon père. Voilà, c'est sur la cover du comics. C'est fait plus voilà pour l'effet de choc, mais on sait pertinemment que Superman n'a pas tué le papa de cette fille. Et sur la deuxième couverture, c'est carrément le Joker qu'on voit dans le jury en tant que juge, clairement piéger Batman sous forme de procès. Donc voilà, c'était pas du tout quelque chose qui était vraiment pris alors au sérieux, qui n'était pas vraiment comme une piste d'histoire vraiment solide et traité de manière sur du temps long, de manière assez réfléchie avec un message derrière. Non, c'était plus un contexte un peu loufoque, etc., etc. Euh, la justice dans les comics, on a vraiment abordé ça vraiment plus au fur et à mesure où les comics ont pris un tournant un peu plus mature, un peu plus sérieux, etc. Et on a et là aussi on a commencé à complexifier l'image de nos héros. Premier exemple en tête, c'est évidemment le Punisher, hein. Déjà, on pourrait même déjà remettre en question la notion du est-ce que le Punisher est vraiment un héros ou pas, mais voilà, c'est vraiment pour dire que le Punisher est un des personnages les plus emblématiques où on va vraiment le mettre dans des situations où on va questionner sa moralité, ses actes, etc. etc. Les comics ont fait le procès euh, de la population de New York contre Frank Castle, la série Daredevil l'a fait également, et très très belle façon en plus. Donc voilà, c'est vraiment depuis relativement, j'aurais peut-être 20-30 ans max que vraiment on se pose des questions de manière un peu plus importante et de manière un peu plus répandue. Voilà, c'est à partir de cette période-là qu'on pose vraiment ces questions-là de est-ce qu'on mettrait pas finalement les héros ou les anti-héros devant les tribunaux parce qu'au bout d'un moment, mince quoi, ils font n'importe quoi. Zut, hein. Au bout d'un moment, zut. Oui, oui, le Punisher est créé après un tournant majeur de la société. Ben, je crois que c'est après, peu de temps après Vietnam, hein, je crois, il me semble, Punisher, dans mes souvenirs. Bah, déjà, à la base, c'est pas tout simplement un adversaire de Spider-Man, je crois. Oui, mais il me semble que sa première origine, c'était un vétéran. Je sais plus si c'est un vétéran de la guerre de Corée ou de la guerre du Vietnam. J'ai un doute. Peut-être Corée, mais enfin voilà. Oui, c'est quand même. Après, le personnage lui-même parle d'un événement majeur des États-Unis de toute façon. Euh,
On a d'autres cas, voilà, où le super-héros ne tue pas forcément de manière directe, il va pas juste briser la nuque de quelqu'un, mais on va entrer dans le territoire de ah ben je vais pas vous tuer, je suis juste pas obligé de vous sauver, hein, dédicace à Bruce Wayne dans Batman Begins, hein, bien sûr, qui joue sur les mots. Euh, Ouais, ce qui est pas du tout pareil, quoi. Bah non, évidemment, moi je vois un vieux en train de clamser dans la rue. Évidemment. Bon, mais je l'aide pas. Bon, mais pénalement, on peut rien me reprocher. C'est faux, bien évidemment, hein, non-assistance à la personne en danger, hein, c'est pénalement répréhensible. Euh, donc voilà, si vous voyez un vieux dans la rue en train de clamser, aidez-le. Voilà, voilà. Là aussi, je ne devrais pas avoir à vous le dire. J'espère que vous le savez déjà. Normalement, c'est la base, mais Normalement, normalement. Euh, donc, le meurtre par inaction. Il y a pas mal, voilà, de scénarios où on va mettre un peu le nez des super-héros dans leur propre pipi, hein, voilà, pour rester un petit peu poli, en mode ah ben vous voyez, vous avez beau ne pas tuer des gens, il y a quand même certaines personnes qui sont mortes par votre faute, pardon, soit lors d'un affrontement, bah, notamment on l'a vu récemment, voilà, dans la série animée Invincible, à chaque fois que deux Viltrumites s'affrontent, t'as quelques villes un peu grosses villes mondiales qui prennent sacrément cher et le nombre de victimes collatérales se chiffre dans les milliers quoi. Donc voilà, est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'on considère pas les deux participants au combat comme responsables de ces morts-là? Donc voilà, c'est typiquement le genre de meurtre par inaction ou meurtre indirect dans lesquels on aime bien mettre les on aime bien mettre les héros dedans quoi, parce que moralement c'est tendu. Euh, c'est des questions qui ont été souvent abordées. On avait mis l'image de la X-Force parce que c'était justement un groupe qui avait été créé pour éliminer des individus, donc voilà, assassiner hein, des gens clairement, parce qu'on savait très bien que derrière, si on les laissait en vie, ils allaient tuer encore plus de personnes. Donc voilà, est-ce que là aussi, euh, s'ils n'avaient pas assassiné ces personnes-là, est-ce qu'on les aurait considérés comme responsables des victimes de la personne qu'ils n'ont pas assassinée? Voilà, c'est typiquement le genre de scénario qu'on adore mettre les héros, enfin qu'on adore positionner les héros, parce que voilà, ça soulève des trucs très compliqués qu'il est souvent assez tendu de régler, mais qu'il est toujours intéressant d'explorer. Euh, c'est typiquement voilà ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Donc voilà, là tu peux passer la slide d'après. après là, ça rejoint un peu Minority Report, tu sais, dans un sens, Oui, en mode, tu sais, on va envoyer quelqu'un qui va arrêter par un moyen ou par un autre une personne parce que cette personne va faire quelque chose de mal. Mais ici, la chose importante, c'est va faire quelque chose de mal. Donc en fait, tu es en train de condamner une personne qui, dans certains cas, n'a strictement rien fait, mais va faire ou pourrait faire. Et là, bah, encore une fois, tu peux pas condamner, dans les faits, même si tu es supposé être sûr à 100%, tu peux pas condamner quelqu'un qui on n'a rien fait. Mhm. n'a rien fait encore en tout cas. C'est les questions. Bah, ça, c'est les genres de variations. Pareil, à la fin de Watchmen, Rorschach va exposer la vérité, ce qui pourrait probablement recommencer la guerre mondiale et tuer plein de gens à côté. Et on décide de le faire taire pour ça. Donc c'est aussi. Ça soulève cette question-là, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un mensonge qui sauve des gens que la vérité? Mais là aussi, ça tord l'image d'un super-héros. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est tout, ouais, c'est toujours compliqué ces questions-là, mais c'est toujours aussi très intéressant. Voilà, ce point-là, on peut très facilement le résumer par est-ce que je dois actionner le levier. Voilà, un tramway se dirige vers Bah, c'est ça, Matt. 5 personnes qui sont sur le point de voilà qui sont ligotées sur les rails, qui sont sur le point de se faire écraser par le tramway. J'ai l'opportunité de changer ce scénario-là en actionnant le levier. Mais en actionnant le levier, voilà, je change l'aiguillement des rails, qui va donc se diriger sur une personne qui est ligotée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien et du coup, est-ce qu'on est vraiment responsable de la mort des 5 personnes ou est-ce que je me rends directement acteur de l'événement en actionnant le levier et donc en changeant la direction du rail pour aller tuer la seule personne qui est ligotée sur les rails? C'est typiquement le genre de problème où est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse ou pas? Oui, non, ça dépend des points de vue.
c'est vraiment, même moi je me prétends pas apporter la Après, des fois, réponse. j'ai envie de dire, suivant la personne qui est ligotée, des fois, tu peux t'empresser de tirer le levier. Oui, voilà, c'est pareil. Là, Matt il dit 5 sauvés, c'est mieux que un. Fin de discussion, certes, mais imaginons les 5 personnes, Bien sûr, bien c'est des sûr. personnes horribles. Et voilà, est-ce que tu préfères tuer 5 bébés plutôt qu'un vieux, ou un bébé plutôt que 5 vieux? Enfin, ou alors 5 bébés plutôt qu'un vieux. Enfin, c'est vraiment typiquement. Et c'est d'ailleurs, notamment aussi, parenthèse, euh, toute la question de l'intelligence artificielle sur les voitures. Dans le cas de collision ou d'accident imminent, il y a plein de questionnaires qui sont réalisés en ligne où justement on dit dans le cas où vous avez le choix entre renverser une femme enceinte ou un docteur, qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment typiquement sur essayer de quantifier la valeur humaine. Et alors là, c'est un labyrinthe sans nom. Et je pense qu'il nous faudrait plus d'une vie pour tenter de répondre à ces questions-là. Mais voilà, le fait même de se poser la question est intéressant. Cette question est également soulevée dans iRobot, à travers une scène qui est quand même vachement intéressante et qui est un des twists du film et qui arrive que sur le tard, où en fait le flic, donc incarné par Bruce Willis, non Will Smith, je me disais bien que c'était Will Smith, incarné par Will Smith en fait, est sauvé par un robot. Et tout au long du film, il déteste les robots et on ne sait pas pourquoi, sachant qu'un robot lui a quand même sauvé la vie. Et on comprend que en fait pourquoi il en veut à mort à ce robot, parce qu'en fait le robot l'a sauvé lui plutôt qu'une petite fille, je crois, qui était à ses côtés. Et la logique là-dedans, c'était que le robot avait estimé que Will Smith avait bien plus de chances de survie, donc à travers des calculs, avait bien plus de chances de survie que la petite fille. Donc ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue intéressant. Mais la réponse de Will Smith, qui est tout aussi intéressante et totalement humaine, c'est non, mais dès lors qu'il y a 5% de chance, j'invente le chiffre parce que je ne sais plus, mais dès lors qu'il y a 5% de chance de sauver une petite fille ou 90% de chance de sauver un adulte, il ne faut pas réfléchir, il faut essayer la petite fille, quoi. Et c'est un peu, encore une fois, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais c'est l'idée, quoi. C'est on s'en fout de moi, les enfants, quoi, toujours les enfants. Et c'est un peu ce qui est mis en avant, et c'est clairement sur ce genre de dilemme où, dans un sens, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je suis père de 3 enfants. Pour moi, la réponse est évidente. Pour d'autres, elle le serait sans doute bien moins, quoi. Alors, l'anti-héros ou l'art de l'équilibre. Il y a un autre type donc, de personnage qui est à prendre en compte et qui est donc le anti-héros. Donc, le personnage qui, par définition, n'est ni noir ni blanc, mais qui est plutôt gris. Ici, bon, il y a plein d'anti-héros, mais ici, on va se focaliser sur le Punisher, parce que c'est sans doute le plus connu, le plus représentatif. Et au final, les règles qui touchent le Punisher touchent un peu tous les, euh, tous les autres anti-héros. Donc ici, le Punisher tue. Et là, on va se poser du coup des questions, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ces questions, on va voir que ça pose problème, mais pas d'ordre philosophique cette fois. Ici, on est face à des problèmes qui sont bien plus terre à terre. Résumons la situation. Vous avez le Punisher. Il trouve un super vilain. Il tire, mais c'est un bon Punisher. Non, le Punisher trouve un super vilain, il le tue. Il passe à un autre super vilain, il le tue, etc., etc. Vu comme ça, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnages qu'il faut créer? Il faut créer une quantité astronomique de personnages. Et ça, c'est pas possible. Créer un personnage, c'est difficile, c'est compliqué. Le rendre intéressant, c'est d'autant plus compliqué. L'installer convenablement, c'est d'autant plus compliqué. Donc si tu te fais chier à mettre autant de temps et d'énergie sur un personnage pour finalement le faire mourir au bout de 3 numéros, c'est pas concevable, c'est pas possible. Et ici, du coup, on se retrouve face à un dilemme. On se retrouve face à un problème. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le Punisher. Sa mission, c'est de tuer tout le monde. OK? Et c'est quoi un Punisher qui n'arrive pas à tuer tout le monde pour une raison ou pour une autre? Ça devient un incapable. Enfin, il y a plus d'intérêt. Ce qui fait la différence du Punisher avec tous les autres super-héros, ce qui fait de lui un anti-héros, c'est le fait qu'il tue tout le monde. Donc si un Punisher tue personne, ça marche pas.
D'un côté, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas possible pour le Punisher d'éliminer tout le monde non plus. C'est en termes de créativité, c'est juste impossible. Ici, il y a donc une sorte de juste milieu à trouver entre personnages qui parviennent un peu à s'échapper, puis qui reviennent, ou Punisher qui tue, ou pas tout de suite. Il y a un petit jeu de la part des éditeurs à mettre en place, du coup. Et par rapport à ça, il y a des super vilains qui sont connus pour être quand même méchamment acharnés. On pense notamment à Jigsaw. Donc là, il y a l'image en bas à gauche. S'il est dans un état pareil, c'est pas pour rien. Et Garfinis va beaucoup jouer en fait sur ce côté du coup acharné des super vilains. C'est-à-dire que il va trouver le moyen de répondre à cette question, de répondre à ce dilemme. Ce dilemme du Punisher doit tuer, mais merde, je peux pas tuer les personnages à chaque fois que j'en crée un. En fait, il va du coup les faire tous passer pour des acharnés, des sortes de personnages increvables. Donc qui du coup à chaque fois prennent super cher, mais où le Punisher en bave pour les tuer. Il finit par les tuer, mais on peut dire pour le coup qu'ils sont rentabilisés. Maguchi, elle tient que 6 épisodes, ou peut-être 12, mais il me semble que c'est 6 épisodes. À la fin, elle finit, c'est une femme tronc, quoi, hein. Elle s'est fait dévorer les membres par les ours. Elle finit dans un immeuble en flammes, enfin dans sa maison en flammes. On peut dire que le personnage a été rentabilisé. Même chose pour le Punisher, qui a été tué une fois, qui est revenu une fois, donc dans la version à droite, où il a été un peu cybernétisé avec toutes les hormones qui l'ont injecté. Du coup, il a une. Comment? Tu veux dire le russe, t'as dit le Punisher. Oh, pardon, bien sûr, le russe, pardon, bien sûr. Le russe, donc qui avec des hormones, du coup, a eu aussi une méga poitrine, qui va être tué encore une fois en étant balancé du haut, je crois que c'est de la statue de la liberté, ou en tout cas, ou d'une tour. Il va revenir encore une troisième fois et finalement il va se prendre une bombe atomique sur la tronche. Enfin, encore une fois, voilà, personnage acharné, résistant, que le Punisher va mettre du temps à éliminer, mais qui va finir par éliminer. Et il va créer comme ça d'autres personnages, Garfenis, comme notamment Barracuda. Et quand j'ai dit Barracuda lors de la conférence, il y a, à la convention, il y a notre ami Martin qui était pété de rire parce que du coup il pensait à Claude François. Voilà. Évidemment. C'est le niveau, hein, ouais, tu parles d'un niveau, n'est-ce pas Martin? Tu te Bah oui. caches? Ah. Barracuda, Et évidemment. t'as toujours pas honte en plus. Bah non. Donc voilà, tout ça pour dire que dans le cas du Punisher, mais cette fois c'est plus terre à terre, on peut pas s'amuser à tuer à chaque numéro tous les super vilains qu'on s'amuse à créer. Ça serait pas rentable en termes de créativité. Il faut trouver donc un juste milieu. Donc, euh, prochain exemple, prochain argument. Euh, le monde des comics est un peu particulier. Euh, Parce que, notamment, j'allais dire grâce ou à cause, hein, ça c'est très personnel la manière de voir les choses. Parce que voilà, les fans de comics sont quand même assez vocaux sur un petit peu l'état des histoires, de l'industrie. Surtout maintenant avec Internet, il y a un peu une sorte de bulle hein, qui se forme. Mais qui trouvent bien évidemment toujours le moyen de ne jamais être d'accord, mais d'être toujours aussi intense dans la volonté de faire passer les messages, on va dire ça comme ça. Euh, donc un coup il faudrait tuer les gens, un coup il faudrait pas les tuer. Euh, ah ben ce personnage là ben, il est mort trop vite, il faudrait qu'on le ramène. Un coup ça va être ah j'en ai marre de ce personnage, il faudrait qu'on le fasse mourir. Bref, les fans de comics sont assez volatiles et forcément modifier le comportement des héros parce que c'est la volonté des fans, que ce soit, c'est pas forcément non plus un, un bon exemple, un bon argument. Des fans peuvent avoir de bonnes idées, hein, ça, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Mais voilà, si on devait forcément écouter les fans qui disent que Batman devrait tuer tout le temps des gens, bof, ça diminuerait un petit peu l'impact du personnage. Et à l'inverse, si les gens disent que le Punisher devrait arrêter de tuer des gens, là aussi, de l'autre côté, ça diminuerait un petit peu ce qui est censé être le personnage. Donc, tout ça pour dire que si on écoutait tout le temps les fans, ce serait pas forcément non plus tout le temps méga cool, ultra stylé ou je sais pas quoi.
Euh, et je pense que notamment voilà pour les gens qui disent que la mort devrait être plus permanente ou dispensée plus souvent. Mouais, bof, bof, j'y crois pas trop. Notamment pour les exemples qui sont dans la slide de juste après, normalement. Je pense qu'il dit discrètement qu'il faut que je change de slide. Ouais, J'ai lu entre les lignes. voilà. Tout à fait. Euh, Pourrait-on vraiment se passer d'un Joker ou d'un Magneto? Alors évidemment le Joker c'est vraiment la cible parfaite parce que c'est vraiment, je pense que c'est sans doute le super vilain qu'il est le plus facile de dire que ouais s'il y en a un qui mérite vraiment bien de clamser c'est celui-là. Je pense que tout le monde sera d'accord, tous les lecteurs de comics seront plus ou moins d'accord que s'il y en a un à buter ce serait lui. Mais vraiment, est-ce qu'on devrait vraiment écouter ce genre de choses? Parce que ben, alors certes, pour nous, fans d'histoire, etc., enlever le Joker, c'est quand même se priver d'un élément quand même assez central qui peut donner des histoires très très cool, mais de manière beaucoup plus pragmatique, un peu comme pour les adversaires du Punisher. Euh, la franchise Joker au cinéma, ça représente, allez, je dirais 1,3 milliard de dollars. Sachant que le premier film à lui tout seul a dû en faire 1,1, 1,2, hein, c'est pour dire que le deuxième n'a pas fait beaucoup d'argent. Mais n'empêche que The Dark Knight, les films Joker, les séries animées et les jouets, il y a de l'argent dedans. Donc c'est toujours compliqué de dire que c'est pas parce que il faudrait le tuer qu'il faudrait forcément qu'on le fasse en vrai, parce que l'intérêt du personnage est aussi dans la volonté qu'on veuille le voir disparaître, parce que c'est pas un chic type. Et de l'autre côté, pour des gens comme Magneto, pareil, est-ce que si on décidait vraiment de le faire disparaître de la continuité, ben, c'est quand même se priver d'un adversaire qui, contrairement au Joker, a quand même une certaine partie enfin, je pense qu'il suscite en chacun de nous une certaine dose de compréhension dans sa volonté de faire, hein, sans forcément condamner ou excuser ses méthodes. Tout son passif avec la Seconde Guerre mondiale en fait quelqu'un de vraiment qui a vu le pire de l'humanité. Donc il y a vraiment quelque chose de... Magneto, la volonté de faire, ah, sacré toi. C'est pas fait exprès. En fait, je suis tellement inconsciemment doué dans la comédie que j'ai même pas fait exprès. Un Euh, stand-upper malgré lui. voilà, tout à fait. Mais voilà, Magneto est un adversaire tellement charismatique et en fait, il a un peu trop raison pour son propre côté méchant, on va dire. Ça le rend peut-être un peu trop parfois, un peu trop pas charismatique, mais ça va le faire qu'on se rapproche un peu plus de sa cause qu'on ne le devrait. Parce qu'il est très très cool. Mais voilà. Et puis voilà, j'avais mis des images de X-Men 97 parce qu'on voit bien un petit peu le meilleur côté de Magneto dans cette série-là. Allez voir X-Men 97. Voilà. Et notamment, tuer Magneto, ça nous aurait notamment privé de ces histoires-là. Que ce soit X-Men 97, mais toutes les meilleures histoires X-Men. Magneto le Testament, et j'en passe. Enfin, plein de récits qui nous auraient manqué hein, finalement si on avait juste fait disparaître le personnage comme ça, quoi. Ça dépend du. Donc, Matt qui dit Magneto, contrairement au Joker, il a une vraie raison sur son discours. Très souvent, oui, mais ça dépend quand même du scénariste, hein, n'oublions Oui, pas. oui, n'oublions pas le Ultimatum, hein, l'excellent non, crossover de l'univers Ultimate de chez Marvel, où Magneto fait des trucs vraiment qui va au-delà hein, de la sympathie qu'on peut avoir pour ce personnage-là, parce que là c'est vraiment, on est sur un autre niveau quoi. Après, moi je comprends dans un sens, je vais donner un tout petit peu mon avis. Dans un sens, je comprends un peu le dilemme, si tu veux, le débat. Je pense que le Punisher, quand même, renvoie à une part sombre qu'on a quand même tous en nous et que suivant les individus, qu'on assume plus ou moins et qui finalement peut se résumer d'une manière très simple, hein. Tu sais, quand une personne me parle tout simplement de karma, dans un sens, le Punisher, c'est la réponse du karma, j'ai envie de dire, hein. Tu fais de très mauvaises choses, t'inquiète pas, le Punisher va arriver, il va te faire de très très mauvaises choses aussi. Je schématise un peu le truc, mais dans un sens, c'est un peu cet état d'esprit-là, quoi. À côté de ça, concernant Batman, le fait qu'il soit, enfin Batman ou tous les super-héros classiques, disons, le fait qu'il soit buté à ce point à ne jamais passer la ligne, à rester toujours
dans le droit chemin, même si ça peut sembler ridicule. Pour moi, ça ne fait que forcer le respect. Je trouve ça dans le Killing Joke, dans la toute première scène, quand il se plante face au Joker, bon, finalement, qui n'est pas le Joker, mais quand il se plante face au Joker et que Batman dit, tu sais, ces derniers temps, j'ai un peu pensé à toi, à moi, à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on va faire, et je commence à me dire que ça serait bien d'essayer de discuter, voir s'il est vraiment possible de faire. Est-ce que tu te rends compte que si on continue comme ça, il y en a un de nous deux qui va finir 6 pieds sous terre, c'est évident, quoi. Et du coup, cette discussion, essayer de raisonner, je trouve ça génial, de tout faire pour ne pas avoir A. Je trouve ça génial. Et cette scène, elle reflète bien cet état d'esprit que Batman veut essayer d'aider le Joker alors qu'on sait pertinemment qu'il est C'est un insauvable, optimiste, quoi. au fond, Batman. C'est ça que. Ouais, Voilà. et on en a besoin, quoi. Si t'en laisses... On dit souvent que les optimistes sont niais. Oui, mais s'il n'y a plus d'optimisme, laisse tomber, quoi. Enfin, bref, revenons à nos moutons. La BD, une vitrine. Alors, il ne faut pas oublier que derrière chaque comics, il y a une équipe créative et surtout, il y a un éditeur. Que fait cet éditeur en tant qu'entité commerciale? Sans surprise, elle veut vendre des livres. Et pour vendre des livres, c'est quand même mieux d'avoir une réputation à peu près correcte. Du coup, comment ça se passe? Et ben, le mieux, c'est de faire un peu comme dans les repas de famille, c'est-à-dire on évite un peu les thèmes casse-gueule. Martin qui rit, je pense qu'il a deviné quels étaient les thèmes casse-gueule. Je te dis Quels sont rien. les thèmes à éviter en repas de famille, Martin? La politique. La Oui. Et le politique. deuxième? La politique. Le deuxième, c'est la religion. En général, on dit on parle pas politique, on parle pas de religion, comme ça on est sûr Ah qu'il n'y a pas ouais, d'emmerde à table. moi je mets tout dans le même panier, moi. Ah, c'est la même merde. Ok. Donc voilà, c'est un peu le même principe dans un sens pour les entreprises. Donc l'idée, c'est de garder un média qui parle au plus grand nombre. Bon, c'est un secret pour personne. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui lisent les bandes dessinées. Donc, la maison d'édition se doit d'être exemplaire. Il n'y a pas le choix. Après, vous allez me dire qu'on ne parle ici que de personnages. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Euh, vous allez me dire que c'est pas parce que des super-héros tuent que les éditeurs font passer le message si on t'emmerde, on te tue. Ouais, sauf que je comprends ce point de vue, mais on voit de nos jours que cette vérité, malheureusement, elle a tendance un peu à disparaître. Elle est de moins en moins comprise, je trouve. Combien de séries télé ont été étiquetées de racistes, grossophobes ou sexistes, ou pire encore, tout simplement parce qu'un personnage l'était, en fait. Tu avais un personnage raciste et du coup, tu avais 15 articles sur Internet dès le lendemain qui disaient que telle série était raciste. Sans doute 7 en mode putaclic, et 8, et c'est peut-être encore plus triste, qui étaient par contre parfaitement sérieux. Euh, Par rapport à ça, déjà, il y a un vrai problème. Ne plus être capable de faire la différence entre un personnage et un véritable problème dans une série télé, disons, un problème plus profond. Et on se rend vite compte que du coup, le mieux dans ce genre de cas, c'est essayer de créer des personnages un peu plus lisses. Parce que le terrain s'avère bien trop glissant si tu mets des personnages plus extrêmes. Tout ça pour un résultat finalement assez hypothétique. Donc, s'il s'agit de personnages un peu marginaux comme le Punisher et qui tuent, bon, ça passe. Surtout qu'encore une fois, il n'est pas présenté comme étant quelqu'un auquel on doit s'identifier. T'es pas supposé prendre exemple sur le Punisher. C'est dit en long, en large et en travers. Euh, Maintenant, s'il s'agit d'un super-héros et non pas d'un anti-héros, s'il s'agit d'un super-héros qui tue, bah là, ça pose problème. Et vous allez me dire, Wonder Woman, dans un sens, elle tue Maxwell Lord. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les éditeurs? Ouais, mais dans un sens, ça passe. Alors pourquoi? Bah, déjà parce que ça n'arrive pas tous les jours, et surtout parce que en fait, bah, les super-héros, enfin une bonne partie de la communauté super-héroïque va condamner en fait l'action de Wonder Woman. Elle avait beau ne pas avoir le choix, c'était pour arrêter le contrôle mental de Superman était en train de faire un massacre. Elle n'avait pas le choix, c'est l'assaut de vérité qui lui a dit. En attendant, elle a passé la limite qu'elle n'était pas supposée avoir passée. Et même si elle n'avait pas le choix, du coup, il y a la communauté de super-héros qui vont la blâmer pour ça. Donc par rapport à ça, l'éditeur est en train de nouveau de un peu équilibrer, de noyer le poisson, quoi.
Et après, il faut pas oublier aussi que les médias aussi, au sens large, ont très vite tendance en fait à prendre des médias pour cible dès lors qu'il y a un problème. Euh, donc ça arrive très souvent, vous savez, des fois on dit que c'est les jeux vidéo qui rendent violents, des fois on dit qu'il y a des tueries à cause de la musique de Marilyn Manson. La bande dessinée y est passée aussi, hein, donc je vous rappelle, Seduction of the Innocent, où du coup l'auteur clamait haut et fort que les comics sont responsables de la violence de toute une génération. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui se passerait si maintenant les éditeurs commençaient à présenter l'assassinat comme étant une solution parfaitement acceptable à un problème? C'est pas possible. Déjà, quand les éditeurs font rien, ils s'en prennent plein la gueule. Alors si en plus ils commencent à prendre parti un peu trop directement sur des questions aussi litigieuses, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement tout à l'heure Bishop il disait c'est marrant quand même que au niveau des mangas, genre il y a beaucoup plus de violence et on a un public assez jeune. Mais je pense aussi parce que historiquement, pendant très longtemps, les comics ont été restreints dans ce qu'ils pouvaient vraiment faire. Et c'est que depuis, bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus le Comic Code, mais pendant très longtemps, il y a eu une certaine, dans la conscience collective, une certaine, un côté peut-être plus lisse, plus familial dans les comics, plus juvénile, là où les mangas se sont fait quand même aussi taper dessus, mais ils ont jamais vraiment eu de censure sur une période aussi longue que les comics, où genre les mangas ont tout de suite assumé un côté plus adulte, hardcore, avec les OAV des années 90, etc., etc. Quoi. Donc je pense qu'on est aussi dans cet héritage-là, quoi. Après, on se rend compte aussi que donc là, si on parle pour les jeunes lecteurs, parce que vu que là tu parles de manga pour les jeunes lecteurs, donc plus shonen. Seinen, c'est une boucherie, hein, effectivement. Tu as plein comme tu dis, des mâchoires fracassées dans tous les sens. Là, je suis en train de dire Baki, clairement, on s'amuse, hein, à ce niveau-là. Euh, Après, en termes de shonen pur et dur, il arrive quand même très souvent, bon, qu'il se passe des choses, des combats, de la violence, voire même des fois des personnages qui meurent. Mais mine de rien, ça arrive assez souvent que celui qui donne la mort est un personnage qui n'est présenté comme étant pas humain, mine de rien, qui, bon, déjà, soit qui n'est clairement pas du tout humain, extraterrestre ou divinité ou autre. euh, Même dans Naruto, finalement, je crois qu'à la fin, c'est carrément un truc qui tombe du ciel, quoi. Enfin, ou alors, on te représente le personnage qui est humain techniquement, mais qui n'a plus rien d'humain. Du coup, de là, on essaie un peu de se dédouaner aussi un peu en mode. Alors, c'est pas systématique, mais très souvent, ça se passe comme ça, mine de rien. Dans Senseiya, finalement, soit le personnage qui tue, il était dans l'erreur en fait, soit c'était carrément pas sa faute, il était malade, soit c'est une divinité. Donc jusque-là, nous avons répondu du coup à la question faut-il tuer un super vilain, mais en se posant la question du est-ce que le super-héros doit tuer, mais du coup, en se focalisant sur cette dernière, on ne répond que partiellement à la première question. Et il y a d'autres pistes à étudier en fait. Et l'une de ces pistes concerne justement la peine de mort. Donc on va en parler un tout petit peu. C'est toi qui... Ah oui, mais n'oublions pas, parce que nous avons tous fait du coup latin, LV2 bien sûr. Mhm. Donc quis custodiet ipsuet custodes. C'est donc qui surveille les... Non, Qui who garde les watches the gardiens? watchman, mais en français, qui garde les gardiens, voilà, Voilà. Quis custodiet ipsos custodes. absolument. Je l'ai dit encore plus tard qu'hier à ma femme, hein, c'est... Mhm. Latin LV2, bien sûr. Oui. Un élément quand même central, avec voilà toute cette partie sur la justice, etc., etc. Au-delà même de la question des procès, de est-ce qu'on est responsable pénalement ou pas, la question de la peine de mort dans les comics, c'est quand même assez compliqué, notamment parce que c'est toujours dans notre monde à nous, hein, alors chez nous, pour le moment, on n'a pas décidé de remettre cette chose-là en question, donc on n'a pas à se soucier de ça. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est encore quelque chose, une thématique assez clivante, hein, parce qu'en fonction des États,
La peine de mort, oui, sera en effet ou non, voilà, et c'est du coup encore un énième, je vais dire problème, un énième sujet de société américain qui divise énormément parce que ben, d'un État à l'autre, c'est pas du tout les mêmes f- manières de faire. Et les comics se sont toujours un petit peu euh, éloignés de cette problématique-là. De temps en temps, voilà, on nous montre le couloir de la mort, etc., etc. Mais on va jamais vraiment aborder la thématique vraiment d'un point de vue sociétal, éthique, moral, etc. Alors, quand je dis ça, vraiment dans les comics mainstream Marvel DC, parce que je suis sûr que l'histoire a dû être traitée dans un comics à un moment donné, mais vraiment dans les comics qui sont vraiment le plus euh, enfin oui, dans la société, dans la tête des gens, etc. Les plus populaires finalement. Euh, et c'est quand même quelque chose d'assez qui rend tout de suite les choses un petit peu compliquées, notamment parce que bah, en fait le cycle d'un méchant se passe à peu près en 6 étapes différentes. Discrètement, je te dis de passer la slide suivante. Bien sûr, je l'avais Discrètement, bien sûr. parfaitement compris. Euh, En gros, la vie d'un super vilain, ça se résume. Je fais une bêtise. En général, la bêtise c'est quelque chose de pire qu'une bêtise, mais on va rester un peu PG-13, comme on dit. On va rester moins 10 ans CSA. Il fait une bêtise. Donc le super-héros arrive, le super-vilain et le super-héros s'affrontent, bim bam boum, il se peut se passer des choses imprévues, etc. Le super-héros, alors je vois qu'il y a une faute, oh il y a un espace qui manque, nice, la faute du soir. Et je me demande, est-ce qu'on l'avait laissé quand on était rangé ou pas? Je saurais plus te dire. Je crois pas. Et moi, ce qui m'avait perturbé, c'est à chaque fois le vilain avec deux ailes, parce que moi, je le dis jamais en anglais, du coup, ça me perturbe. Ah ben voilà. Donc, le Oublie pas de héros, caser Evanescence aussi, que ce soit fait une fois pour toutes. oui bien sûr, bah, oui, j'ai trouvé comment conclure la partie sur la peine de mort. Euh, Euh, alors oui donc voilà, le super vilain s'affronte, bim bam boum, le super héros triomphe quand même finalement, il déjoue les plans diaboliques. Le super vilain est donc mis en pause, euh, en partant du principe que le super héros ne tue pas, c'est à l'hôpital, en prison, à l'asile, il s'enfuit, il bat en retraite dans un autre pays, bref ben voilà. On le revoit pendant un moment. Et étape numéro 5, il revient. Il est en mode je suis de retour, c'est moi les cousins, je suis de retour. Et puis bon, sixième étape, on recommence l'étape 1 et ainsi de suite. Donc jusque là, rien de très compliqué. Sauf que, à partir du moment où tu peux... oui, tu peux, oui, oui, c'est très bien. À partir du moment où l'étape 4, c'est donc le Spyro est mis en pause, et l'étape 5, c'est il revient. À partir du moment où, quand il est mis en pause, il est envoyé en prison, si on part du principe que la peine de mort est quelque chose de vraiment envisageable, au vu de l'intensité des crimes en général commis par les méchants de Superman, les méchants de Batman, de Wonder Woman, de Flash, etc. Encore que les Flash, si c'est juste des voleurs, ça peut. La peine de mort, c'est généralement moins considéré. Mais mettons Batman, oui, que ce soit le pingouin, double face, le Joker, etc. Euh, Au-delà vraiment de l'aspect pénalement enfin, responsable ou pas, inclure la peine de mort dans ce processus-là, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus compliquées. Parce que, prenons le cas le plus extrême, pour le Joker, oui, si au bout d'un moment, au bout de la 15e évasion, de la 20e tuerie de masse, un jury va se dire, ben non, au bout d'un moment, il a beau être malade et pas pénalement responsable, c'est pas possible, quoi. Dans la vraie vie, ça se passerait comme ça. Euh, et à partir du moment où on peut vraiment le juger, en fonction de l'état où on est, on pourrait lui infliger la peine de mort. Le problème, c'est que si le héros c'est ça, en termes de narration, quel est l'intérêt de avoir un Batman qui va lutter à fond pour faire en sorte de ne jamais tuer ses adversaires si on sait très bien que derrière, le Tout jury ça va pour que la dire justice le tue, quoi. voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, ça bloque toutes les issues d'une histoire vers une seule possibilité, et du coup ça enlève toute forme à la fois de suspense, de tension, mais aussi de cohérence dans tous les combats, tous les affrontements, toutes les péripéties. Parce que pourquoi s'embêter
à avoir Batman qui veut aller plus vite que la police parce qu'il sait très bien que ils font un mauvais travail ou ça va mal se passer. Si par exemple les flics, si Batman sait très bien que quoi qu'il arrive, ça va finir sur une peine de mort, nous en tant que lecteurs, on se dirait, de toute façon, si la justice l'estime comme euh, responsable, ou en tout cas l'estime qu'il mérite la peine de mort, oui, autant que ce soit les flics qui arrivent et qui lui mettent de le balle dans la tête. Et sauf qu'on veut pas voir ça dans une histoire Batman, parce que sinon on lirait pas du Batman. Donc voilà, il y a un côté, surtout chez DC, hein, où les héros ne tuent vraiment pas, enfin c'est vraiment une question beaucoup plus compliquée. Inclure la peine de mort, ça vraiment rendrait toute leur quête un petit peu beaucoup plus futile. Donc c'est une thématique qui a volontairement, je pense, été mise à l'écart, contrairement à d'autres, hein, dans la société américaine, parce que c'est vraiment, en plus d'être Alors, casse-gueule, bien ça sûr, narrativement c'est pas évident quoi. mais bien sûr, du coup, on ne dit pas que il y a jamais de super vilains qui ont été envoyés dans les couloirs de la mort dans les comics. Hein. Oublie pas qu'on essaie quand même dans l'idéal d'aller à l'essentiel. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez Lex Luthor lorsqu'il était condamné à mort, c'était dans All Star Superman, il me semble. Donc voilà, ça arrive quand même, mais c'est assez rare. Et c'est d'autant plus surprenant que l'on parle quand même des États-Unis. Hein. Donc je vous rappelle, les États-Unis, en tout cas en 2021, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en 2021, il y avait quand même 27 États qui pratiquaient encore la peine de mort. Enfin, officiellement, ça ne veut pas dire qu'ils la pratiquaient tous les jours, mais officiellement, ils pouvaient être amenés à pratiquer la peine de mort. 27 sur 50. 27 sur 50, du coup, voir la peine de mort aussi peu exploitée dans les comics, c'est assez surprenant. Quand même. Oui, Donc, je crois que pour j'avais rempli. conclure, nous dirons qu'il n'est pas vraiment possible du coup de tuer les super-vilains. Ce n'est ni dans l'intérêt du super-héros, ni dans celui de l'éditeur, ni même dans le nôtre. On l'a démontré. Tuer un super-vilain, des fois on dit oui, oui, allez-y, mais on est aussi les premiers à râler une fois qu'ils reviennent plus, quoi, ou quand ils sont absents trop longtemps. Donc voilà, ça n'arrange personne. Et du coup, bien que l'on puisse trouver, je peux le comprendre, hein, consternant le fait que le super-héros se bute à mettre en prison les pires criminels jusqu'à leur prochaine évasion, il faut quand même garder à l'esprit que c'est surtout parce qu'ils mettent la justice, on va dire, sur un piédestal, ils la mettent vraiment au-dessus de tout. Et là, je parle de la vraie justice, on va dire, celle avec le J majuscule, Le pas de concept. notre système judiciaire à nous qui est parfaitement faillible, quoi. Donc les super-héros, en fait, là, ils veulent nous faire comprendre que le plus important n'est pas tant de croire que la justice fait son travail, mais plutôt de croire en son existence. C'est plutôt ça qui est le plus important, croire en son existence et faire le maximum pour qu'elle soit rendue.